Bonjour et bienvenue à la Société européenne de littérature comparée, où tous les amis de la littérature et des arts sont les bienvenus. Aujourd'hui, nous présentons le livre collectif Le mythe au féminin et l'invisibilisation du corps sous la direction de Brigitte Lejuez et de Metka Zupancic, qui est paru chez Brill en 2021. Le prix a été classé deuxième au prix d'excellence pour les ouvrages collectifs au sein du Congrès biennal de la Société européenne de la littérature comparée le 5 septembre 2024. Donc, je vais présenter les deux éditrices. Brigitte Lejuez est professeure de littérature comparée jusqu'en 2017 chez les Dublin City University. Elle est chevalier de Palme académique, ancienne coordinatrice générale du réseau européen des études littéraires comparées et cofondatrice de la Société européenne de littérature comparée. Elle a été rédactrice de la revue Complete, Journal of European Literature, Arts and Society. Ses publications incluent, avec Nina Schill et Mark Wallace, Rewriting Without Borders, Contemporary Intermediate Perspectives on Literature and the Visual Arts, et Spaces of Longing and Belonging, Territoriality, Ideology and Creative Identity in Literature and Film. Metka Zupancic, qui est aujourd'hui avec nous, est professeur émérite de l'Université d'Alabama à Tuscaloosa, aux États-Unis. Chevalier des Palmes académique, spécialiste de la littérature contemporaine française, francophone et migrante, dans une optique principalement mythocritique. Autrice d'une centaine d'articles scientifiques, elle a dirigé ou co-dirigé 7 ouvrages collectifs, dont le dernier, c'est le livre que présentons aujourd'hui. Ces monographies incluent le livre suivant, Les écrivaines contemporaines et le mythe, les remembrements au féminin, et l'Insixius, texture mythique et alchimique, et lecture de Claude Simon, La polyphonie de la structure du mythe. Elle réside présentement dans son pays d'origine, la Slovénie, où son récit L'envahissement, l'Harmattan 2020, a été traduit en slovène sous le titre Tisto Neustalivo. Et donc, merci beaucoup, Metka, d'être ici aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, chère Valentina, et je vous passe aussi le bonjour de Brigitte Lejuez qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être avec nous. Merci. Et donc, je vais vous poser la première question sur ce livre vraiment très intéressant. Donc, la notion de sororité, merci beaucoup de montrer le livre. La notion de sororité est cruciale pour cet ouvrage collectif, tant du point de vue de l'autorialité, les éditrices et les autrices sont des femmes, que des thèmes abordés, le corps dans le mythe féminin. Pouvez-vous nous en dire un plus sur ces concepts, sororité, mythe féminin, et sur la manière dont ils ont été articulés dans le livre? Voilà, c'est une grande question à laquelle on aurait pu consacrer un livre entier, évidemment. Euh, Depuis des années, et Brigitte Lejuez de son côté et moi-même, nous avons œuvré en groupe. Il nous a toujours, j'ai l'impression, puisqu'on se connaît au sein des organismes comme la Société européenne de littérature comparée et le Conseil international d'études francophones, on a toujours essayé de faire de travail en commun. Il s'est avéré que, bon, bien sûr, on a collaboré avec les hommes, mais que très souvent, on a choisi des co-directrices, des amis, enfin, des collègues qui étaient intéressés par les mêmes concepts, par les mêmes thématiques, et qui se sont avérés au fur et à mesure comme amis, ce qui a vraiment posé quelques défis, bien sûr, parce qu'il fallait vraiment maintenir le niveau
très, très élevé du point de vue intellectuel et académique, et d'autre part, se baser sur cette amitié pour faire avancer le travail, puisque j'ai l'impression, enfin, sans dire du mal de quelques collaborations que ce soit, mais j'ai l'impression que lorsqu'on travaillait ensemble avec les femmes, il y avait une autre énergie, il y avait une autre manière de procéder, une autre manière de penser. Euh, D'autre part, la sororité dans ce livre précis relève aussi de cette variété d'approches, de variété de regard sur la littérature. On a travaillé sur les auteurs masculins, bien sûr, mais on a, enfin, les collègues qui ont contribué, et on est 13 dans le livre, ont beaucoup travaillé sur cette vision que porte la tradition masculine patriarcale sur les femmes. Et donc, comment réclamer notre propre voix était probablement le défi le plus grand et l'orientation de base de ce volume. Ok, ok, merci beaucoup. Vraiment, parce que je pense que c'est très important. Tout ça aussi, les travail à un groupe de femmes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, je vais vous poser la deuxième question qui peut-être est aussi un peu liée à la première. Et donc, avec une référence particulière aux contributions contenues dans les volumes, quel est le pouvoir, selon vous, le pouvoir de la critique littéraire en termes de transformation du regard porté sur certaines œuvres, en particulier lorsqu'il s'agit d'œuvres très célèbres, très anciennes, aux interprétations codifiées et stratifiées? Voilà, un autre doctorat à écrire là-dessus et je vous félicite de ces questions très profondes et très significatives. Euh, je pense que le travail critique, théorique, va de pair, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, avec le travail pédagogique, d'éducation générale. Et comme nous sommes pratiquement toutes dans le livre euh, enseignantes, il euh, il nous est venu à l'esprit très souvent cette idée de comment propager ce que nous croyons, ce que nous essayons d'accomplir à travers nos travaux. Bien sûr, on n'est pas les premières, on n'est pas les seules, mais si je regarde un petit peu puisqu'on est dans le domaine de la mythocritique, de la mythanalyse, de la mythodologie telle que développée principalement par Gilbert Durand, le père de la méthode, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui auraient vraiment fait des ouvrages à la manière de Gilbert Durand, même si il y a dans l'équipe de Durand, c'était à Grenoble que ça a commencé dans les années 60, il y avait Simone Vierne qui a travaillé sur les femmes, et ce qui était très important aussi pour cette équipe, Daniel Chauvin, mais il n'y a pas, à ma connaissance, d'ouvrage de la nature euh, de Gilbert Durand. Et il y a par exemple un livre que mes collègues à Madrid ont coédité, José Manuel Losada et Antonella Lipscomb. Donc les théories du mythe restent controversées. C'est que malgré tout le travail qu'on a fait dans ce domaine, euh, et vous avez eu la gentillesse de citer nos ouvrages, donc on travaille sur l'imaginaire, que ce soit que le mythe soit mentionné chez Brigitte Lejuez ou chez moi explicitement, c'est l'imaginaire tel que défini par Gilbert Durand qui nous a guidés tout au long de nos recherches depuis des années. Euh, mais qu'est-ce que cette méthode peut finalement obtenir globalement? Je pense que c'est comme s'il y avait une spirale qu'il fallait toujours recommencer. C'est que il y avait dans les années 80 aux États-Unis principalement des groupes, et on revient à la sororité, des groupes de femmes qui œuvraient dans une optique mythique, je dirais
plus jungiennes, post-jungiennes, ou alors se rattachant à leur manière remaniée au mythe grec principalement. Et est-ce que quelqu'un aujourd'hui connaît leur travail? Il y en a qui restent. Il y a Jean Shinoda Bolen qui continue ses activités très activistes, je dirais, aussi pour la cause écologique, la cause féministe. Mais mis à part ce qu'elle a fait dans ses nombreuses œuvres, il reste peu de noms euh, qui inspirent toujours les jeunes générations. Donc, même si on a fait tout ce travail, une chose à la fois, une personne à convaincre de l'utilité de ces travaux, euh, le- l'effort reste à faire. Je pense que, à mon avis, et je parlerai de manière globale, euh, la vision du monde telle qu'elle nous assaille tous les jours, c'est de rester dans l'intellect, dans le matériel, je dirais, alors que les mythes, l'imaginaire nous obligent à rentrer en nous, identifier les archétypes en nous, parce que si on ne travaille pas sur soi, si on n'identifie pas en soi la euh, synchronicité avec ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit au théâtre, ce qu'on voit dans les beaux-arts, on ne peut pas reconnaître ces choses-là euh, dans, dans ce qu'on analyse. Donc il y a un travail très différent et ce travail est extrêmement exigeant parce qu'il il nous met tout le temps face à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je reviens à la notion de sororité, ce soutien où on peut discuter de ces choses-là avec les personnes bien intentionnées qui ne viendraient pas avec tout l'appareil patriarcal nous fermer la bouche, si vous voulez. Donc là, c'est très important de continuer à travailler. Et c'est donc un des euh, apports de notre livre. Mais qui va être sensible à ce livre? On est très, très heureuse, bien sûr, d'avoir été sélectionnée comme finaliste pour ce prix, qui est le seul, en fait, c'est le seul prix qui honore le travail collectif. C'est très important, ça. Et donc, merci beaucoup. C'est parce que vos paroles vraiment nous interrogent aussi sur la façon de faire critique. Pas seulement sur les ouvrages dont on s'occupe, mais aussi vraiment sur la façon de pouvoir travailler de façon différente, de manière différente. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, merci beaucoup. Donc, je vais vous poser la troisième question qui va nous faire rentrer un peu dans les livres peut-être. Ce texte collectif s'articule autour du mythe de Méduse, du mythe d'Orphée et d'Eurydice et de la relation très importante mère-fille dans le mythe de Perséphone, mais pas seulement le mythe de Perséphone, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qui vous semble le plus important à souligner dans les processus de réélaboration de ce mythe féminin, souvent filtré, comme on le voit très bien dans les livres, souvent filtré par un regard masculin vieux de plusieurs siècles, par des autrices du XXe siècle et d'aujourd'hui. Donc, des autrices qui vont relire le mythe qui a été vraiment filtré pendant des siècles par un regard masculin. Donc, il faut aussi, je pense, redécouvrir un peu le mythe, les désincruster des stratifications d'interprétation masculine. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et vous avez bien mentionné les trois ensembles thématiques qui dominent un petit peu. Bien sûr, il y a le quatrième aussi, la place de la littérature des femmes dans la société. Euh, et donc, moi, je dirais que finalement, dans le domaine mythique général, les trois ensembles que vous avez mentionnés sont la base de de tous les autres mythes quelque part. Parce que vous avez avec la Méduse ou Méduse
Et donc, il y a toute la discussion là-dessus. Est-ce qu'on utilise un article ou non? Euh, la méduse telle qu'elle est présentée traditionnellement en grec, dans la mythologie grecque, euh, et elle a été extrêmement travaillée à travers les âges. Mais ce qui est resté, c'est que avec, moi je dirais, c'est mon regard là-dessus, avec l'avènement du patriarcat, surtout à Athènes, on voit que ces forces primordiales qu'incarne Méduse, avec les sœurs Gorgones, deviennent monstrueuses, même si elles sont protectrices, mais on leur enlève tout le pouvoir qu'elles ont eu par le passé dans des sociétés qu'on connaît très peu, et elles deviennent, ben, surtout la Méduse et tous les autres mythes qui s'accrochent un petit peu à ces archétypes, à ces éléments de base qui construisent ce mythe, des mythèmes, comme dit Gilbert Durand. Tous les autres mythes euh, nous ramènent à cette dimension castratrice de la femme. C'est que le patriarcat, pour dominer, doit décider de la femme comme d'un monstre, d'un danger pour l'autonomie masculine, si vous voulez, pour le pouvoir général dans la société. Et bien sûr, avec ce rejet de la femme vient aussi le rejet de la nature, et on voit jusqu'où ça nous a mené. L'éco-critique s'y est s'est beaucoup penché sur cette dimension qui est visiblement restée très ouverte. Donc, vous voyez, il y a le mythe de Méduse, mais il y a derrière tout le questionnement sur la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, surtout dans l'Occident, mais on le voit aussi dans d'autres cultures. Orphée et Eurydice, un autre ensemble majeur qui couvre cette même période, si vous voulez, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, c'est que il y avait, à mon avis, et j'y ai beaucoup travaillé, surtout par rapport à Claude Simon, il y avait à un moment donné euh, le revirement où, avec la mort d'Eurydice dans le mythe traditionnel, le contact entre l'homme et la femme a été brisé en quelque sorte. Et Eurydice, qui est celle que qu'Orphée veut retrouver dans l'au-delà, reste une fiction, reste euh, je sais pas, un esprit qui ne peut pas revenir dans la vie réelle. Et bon, il y a eu toute une question de ce qui est réel, bien sûr. Mais donc, toute la littérature occidentale, il faudrait voir si ça existe aussi dans d'autres cultures, mais pour l'Occident, euh, le mythe d'Orphée est signal, enfin, est le mythe de la séparation entre le masculin et le féminin. Et il y a toujours cette euh, aspiration de retrouver l'élément féminin, mais il reste au-delà. Et donc, ce qui arrive depuis peut-être presque une centaine d'années parfois, et on ne l'a pas vu jusqu'au moment de la montée du féminisme, il y a eu déjà des femmes qui prenaient la parole à travers leurs écrits. Déjà au 19e siècle, si vous voulez, il y avait George Sand, par exemple. Mais est-ce qu'on les considérait comme telles? Est-ce qu'on les considérait comme les nouvelles Eurydice qui prenaient la parole et qui avaient envie de s'incarner, d'être des compagnes égales aux hommes, comme George Sand l'a fait pour elle-même, elle l'a réclamé pour elle-même, enfin, elle a payé le prix aussi, si vous voulez. Mais c'était, je dirais, dans les années 60, 70, 80, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrivaines. Bon, 75, Hélène Sixou avec ce qui est devenu le manifeste, et on revient à Méduse, le rire de la Méduse. Euh, son essai qui est devenu vraiment euh, comme culte pour le monde entier où on voulait le lire, mais enfin à travers la traduction en anglais, c'est tout un autre problème. Mais il y avait, moi j'ai beaucoup travaillé sur les autrices québécoises. Là, peut-être dans le Nouveau Monde, il y avait cette poussée de la nouvelle Eurydice qui
se donnaient, enfin, il y avait l'archétype qui était tellement fort que ces écrivaines euh, se sont senties obligées d'écrire là-dessus. Elles m'en ont parlé beaucoup et ça m'a confirmé dans mes propres recherches aussi. Et donc, Eurydice qui n'a plus besoin d'Orphée quelque part. Mais est-ce que c'est vraiment cette poussée qui va continuer ou alors le monde patriarcal est encore très très fort et qui nous oblige encore à rester euh, dans cette vigilance face aux archétypes que nous vivons tous les jours. Euh, Déméter et Perséphone, bien sûr, euh, toute femme, tout homme relève de la naissance à travers la mer jusqu'à ce que les enfants se fassent dans des éprouvettes. Euh, il y a continuellement ce grand problème de comment se séparer de l'impact qu'ont nos mères sur nous. Et Lucie Rigaray, elle en a parlé à fond. L'une ne marche pas sans elle, sans l'autre, c'est-à-dire que la fille doit reconnaître l'importance de la mère, mais reconnaître que la fille a le droit d'aller de l'avant sans trop être la castratrice. Enfin, la mère ne peut pas être la castratrice de sa propre fille. Et ça, vraiment, ce sont les philosophes, à partir des mouvements féministes français, enfin, si on appartenait au groupe ou non, hein, Lucie Rigara a été un peu ostracisée, mais même au sein des groupes sororiaux, il y avait des différences. Et donc, chacune, de son côté, essayait de changer les mentalités. Et, euh, et donc, tout ce travail, toute cette recherche continue. Ok. Donc, merci. Merci aussi parce que vous avez vraiment nous cité des références théoriques incontournables, soit pour la critique littéraire que pour le féminisme. Donc, aussi, merci pour nous avoir en parlé. Et donc, maintenant, je vais à la quatrième et dernière question qui est précisément sur les références théoriques. Et donc, peut-être vous m'avez un petit peu anticipé, mais ça, c'est joli, c'est vraiment la question. Donc, je vous demande quelles sont les références théoriques de votre travail collectif et sur la visibilisation et l'invisibilisation du corps féminin dans ce livre. Et je vous demande aussi quelles vous semblent être aujourd'hui les directions les plus prometteuses pour une étude comparative du mythe à l'échelle mondiale et dans les mondes contemporains. Donc, c'est une question Oh, vaste. des domaines, oui, bien sûr, très vastes. Bon, je vous ai déjà évoqué, j'ai déjà insisté sur la valeur euh, vraiment intrinsèque de la mythocritique telle que nous l'a légué Gilbert Durand. Il y a sans qu'il ne parle en particulier des femmes, José Manuel Losada, avec son énorme livre de plus de 800 pages, La mitocrítica cultural, una definición del mito, donc un collègue à Complutense qui, à partir des années 2000 et quelque chose, a commencé vraiment une activité très, très intense en mythocritique à son université à Madrid et qui réunissait, jusque cette année, ils sont allés à Puerto Rico, mais jusqu'à maintenant, tous les 2 ans, il y avait un colloque qui portait chaque fois sur l'exploration du mythe dans un contexte particulier, jusqu'à la science-fiction, jusqu'aux produits de vidéo, les cinémas, l'imaginaire tel que transmis à travers toutes ces nouvelles méthodologies, toutes ces nouvelles techniques de transmission de la culture, si vous voulez. Et donc, lui, il essaye d'être à travers la mythocritique, il essaye de garder l'équilibre entre le féminin et le masculin en montrant justement combien les mythes anciens continuent à infecter la réflexion contemporaine. En même temps, cette mythocritique culturelle montre que
euh, on a le droit d'aller chercher les mythes dans tous les domaines de l'existence contemporaine. Euh, là, c'est là qu'on a déjà travaillé ensemble avec Brigitte Lejuez, avec d'autres collègues, Hélène Ruffat de Barcelone, qui a énormément travaillé sur l'imaginaire et qui a collaboré déjà aussi avec euh, Brigitte Lejuez. Il y a, par exemple, des recherches qui se font à l'université de Utrecht. Il y a une nouvelle doctorante et elle vient de soutenir sa thèse sur le rapport entre Julia Kristeva et Durand pour avancer qu'il y a moyen de continuer cette recherche interdisciplinaire. Et je pense que pour répondre à votre question, il faut rester dans l'interdisciplinaire. Et je pense que la mythocritique culturelle nous le permet. Et quand on, quand on a invité les collaboratrices, les collègues à ce volume, on a insisté justement sur cette possibilité d'aborder les textes à travers toutes ces théories contemporaines, du postcolonialisme à la psychanalyse, à l'anthropologie, à l'ethnographie, pour justement se concentrer à travers. Donc, il y a un champ énorme dans lequel on peut œuvrer et utiliser les euh, techniques, les outils qui ont été développés au sein de ces théories, mais tout ramener au mythe. Et c'est pour ça que ce mythe est comme l'ancrage, les mythes que nous avons déjà évoqués aujourd'hui, c'est l'ancrage qui permet justement cette visibilisation aussi. C'est que je ne vois pas, enfin, on a cherché, quand on a préparé aussi notre introduction au volume, on a cherché des ouvrages qui parleraient justement de cette visibilisation, de l'invisibilisation, mais c'est nous qui avons un petit peu inventé ce concept, et c'est peut-être ça notre contribution à la discussion scientifique, académique, c'est que comme la femme devrait rester ancrée dans le monde, le mythe permet aussi cet ancrage et même s'il voyage un petit peu, même s'il voyage diachroniquement dans le temps et synchroniquement à travers les régions variées. Et on a des contributions sur l'Afrique et la manière dont le mythe occidental a été réutilisé même dans la littérature africaine. Euh, et on aurait bien aimé avoir d'autres domaines, mais quand on fait un livre, il faut se tenir aussi à une certaine cohérence et disons que sur le plan global, mondial, il faudrait continuer avec ce genre de recherche. Il faudrait maintenant euh, montrer que, par exemple, le mythe indien, les mythes indiens affectent aussi la littérature contemporaine, même si ce n'est pas dans le domaine indien. Euh, Par exemple, j'ai récemment travaillé sur Ananda Devi, qui est mauricienne, qui écrit en français et qui reprend les mythes indiens à sa manière, tout en faisant des clins d'œil à Eurydice, à Déméter, à Perséphone. Donc, elle est dans l'intégrale, dans un imaginaire global auquel on ne peut pas échapper aujourd'hui parce que le monde nous donne la possibilité d'avoir accès à tous ces domaines culturels mondiaux sans pouvoir, et le danger, c'est de ne pas pouvoir les approfondir. Oui, donc peut-être pour un livre futur, Si on est encore héroïque. si on a encore de l'énergie. Enfin, le plaisir de ne pas avoir d'obligation, même si on continue à enseigner de manière indirecte, peut-être à travers les conférences, à travers les débats, ne pas avoir l'obligation
administrative à l'université, donc de rester dans euh, son domaine de recherche permet d'avancer la pensée. Une certaine liberté, oui. Oui, une certaine liberté. Et donc, merci beaucoup, Matt Kazupancic, parce que vraiment a été, vos paroles ont vraiment résonné, très intéressantes. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous remercie. Je remercie aussi Madame Brigitte Lejuez. Et je salue notre public. Et je vous dis au revoir et merci. Merci à vous, vraiment de tout cœur.